Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vais vous proposer, et nous allons vous proposer maintenant de porter une attention sur un intervenant qui porte un regard différent sur le rôle de l'agriculture. Cet intervenant, on va le découvrir en vidéo. Il s'appelle Maximilien Rouher. Il est fondateur de l'association France Ferme. Il est notamment diplômé d'AgroParisTech et maître S biologie cellulaire et physiologie végétale de l'université Paris Diderot, qui œuvre à la transformation des entreprises qui souhaitent embrasser l'idée d'économie positive. Vous allez voir, Maximilien Rouher porte un regard différent, un autre regard sur le rôle de l'agriculture dans la lutte contre le réchauffement climatique et donc, par voie de conséquence, sur les symptômes que sont les calamités climatiques. Je vous propose de découvrir cette vidéo signée Maximilien Rouher. Vous allez voir cet autre regard. Je suis persuadé qu'il ne va pas vous laisser de glace aujourd'hui. Voilà ce que je vous propose comme lecture qui peut-être va un peu vous gratter quelque part. En fait, le changement climatique est un sujet qui a commencé avec les industries lourdes, l'énergie, le pétrole, la chimie, d'une manière générale, tous ces acteurs qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre. L'histoire n'est pas dite, l'histoire n'est pas écrite. Non, le climat ne va pas inéluctablement bouleverser et rendre impropre la vie sur Terre pour l'homme. Nous avons en main une possibilité de restaurer le climat et ça va passer par l'agriculture et donc des financements majeurs dans l'agriculture. On a une capacité finalement à réabsorber une quantité assez significative du CO2 atmosphérique. J'avais travaillé en 2006 sur des modèles économiques qui permettaient de montrer que si l'agriculture investissait à la hauteur des besoins, le monde était capable de restaurer en une centaine d'années le climat pré-industriel, c'est-à-dire de restabiliser le climat, en mettant en agriculture, en reforestant, revégétalisant les déserts que l'homme a désertifiés et une bonne partie des terres hier agricoles qui aujourd'hui ont été dégradées. La conception de l'agriculture résiliente, c'est une agriculture polyvalente et diverse. Si vous avez, je vais faire une petite analogie, on sait bien que la forêt de 99 a détruit d'autant plus facilement les forêts que celles-ci étaient homogènes en espèces. Une seule espèce sur des kilomètres, quand le vent passait, il arrachait tout. Et si vous aviez une diversité d'espèces, l'interaction des systèmes racinaires et des systèmes de canopée faisait que l'impact de la puissance du vent était 100 fois moindre. Cette analogie vaut pour la résistance au changement climatique. Donc en termes d'adaptation, il nous faut des territoires divers pour qu'ils soient résilients, pour que ceux-ci puissent s'adapter à la diversité des aléas. Ensuite, en termes de restauration, le maître mot, c'est comment favoriser la végétalisation ou revégétalisation des territoires. Et là, évidemment, l'interaction animale-plante est essentielle dans son système d'économie circulaire que vous connaissez par cœur. Donc il y a culturellement, il me semble, sur votre territoire, une prédisposition à l'adaptation. Maintenant, il va falloir se battre parce que cette prédisposition à l'adaptation ne suffit pas en regard de la violence de survenue du changement climatique. Les méthodes d'hier ne suffiront pas pour protéger les productions, je vous le dis tout net, les méthodes d'hier ne suffiront pas pour protéger les productions. Malgré tout votre génie, malgré toute votre intelligence, il va falloir aller au-delà et se poser les questions de définir des infrastructures beaucoup plus décalées, beaucoup plus neuves, beaucoup plus dérangeantes peut-être au niveau des paysages ou au niveau même des investissements pour faire face avec raison. Et il n'y a pas d'émotion là-dessus, pour faire face avec raison à la violence des aléas qui sont à venir. Alors, est-ce que le grand public est prêt à entendre à la fois le rôle de l'agriculture tel que je le présente vis-à-vis du changement climatique? La réponse à date est non. Le grand public aujourd'hui est conditionné par la structuration du changement climatique par les pétroliers, énergéticiens et grands chimistes, et du coup conditionné par le changement climatique, il n'y a que des responsables et il faut acculer les responsables à payer pour résoudre le sujet, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, s'adapter au changement climatique, point barre.
C'est ça que le grand public a en tête. Et là, il va falloir se battre, il va falloir monter au créneau, il va falloir défendre cette position parce que le secteur agricole a été cornérisé, a été marginalisé, a été mis sur le côté par les grands acteurs économiques de la scène internationale. On va devoir travailler avec tout ça pour préparer les territoires, et notamment le territoire drôme-isère, à ce nouveau monde, qui est un monde d'opportunités, qui est un monde d'opportunités dans l'absolu et d'opportunités pour l'agriculture en particulier. Voilà, Maximilien Rouher. Ouais, moi Vous avez dit que c'était décoiffant. Ah, Oui, Jean-Pierre Gaillard. Il faut l'applaudir, je pense qu'il faut l'inviter. Il faut l'inviter dans nos cercles de responsables pour qu'on se remobilise, mais dans d'autres cercles. Parce que ce que dit Maximilien, qu'on a eu l'occasion de rencontrer il y a quelque temps, et qui, par son discours, moi, m'a interpellé sur tous les défis qui sont les nôtres, et sur, non pas la manière de lutter encore une fois contre cette bien-pensance, mais il y a un peu de ça. Il faut culpabiliser, bien sûr qu'il faut être vigilant. Il faut pénaliser, bien sûr qu'il faut peut-être le faire. Et il faut être... Par contre, faut prendre la conscience que de toutes les activités humaines, la seule activité qui est capable de capter du carbone, c'est l'activité agricole. Toutes les autres activités peuvent jouer que sur un registre, c'est la réduction des émissions. Et l'agriculture peut jouer sur les deux leviers. Et si on embarque ça sociétalement, eh bien on pourra comprendre peut-être qu'il faut faire une retenue collinaire pour que la vigne ne soit pas sèche à partir du 15 août ou du 20 août et que 1 mètre carré de surface foliaire, ça capte du carbone. Pour que la prairie sur le plateau ardéchois soit entretenue et que peut-être il faille mettre un tour d'eau sur des légumineuses à un endroit ou à un autre. C'est cette approche globale qu'il faut installer et qui ne doit, à mon avis, pas être que de notre seul fait. Alors, lorsqu'on a des gens comme lui et d'autres certainement, il faut partager, il faut porter ça. Et je trouve que ça s'installait très bien dans notre approche qui est multidisciplinaire dans la préservation des revenus, dans la préservation de l'entreprise agricole au service de l'humanité. C'est cette approche très globale qui sort l'agriculture de son seul champ et qui la met en trajectoire de la société. Sans oublier évidemment le but premier, de nourrir l'humanité, évidemment. Donc, si tant est qu'il y avait un cercle vertueux, là pour le coup, on comprend bien que ça fonctionne et qu'on puisse remettre finalement l'agriculture au centre de nos préoccupations. De toutes les activités humaines, l'agriculture est la plus complète, peut-être une des plus complexes, mais la plus complète. Et sur ces sujets de l'environnement, la preuve en est faite. Et moi, je le partage. Merci Jean-Pierre Gaillard. L'agriculture pourrait donc être la solution pour l'humanité, on l'a vu, c'est ce que dit Maximilien Rouher. Ce film, vous pourrez le retrouver, je vous expliquerai après comment vous pourrez retrouver la vidéo, parce que c'est quand même important et puissant de sens. Vision pour le moins nouvelle, parce que c'est vrai que l'agriculture aujourd'hui, de nos jours, depuis de nombreuses années déjà, est souvent, le plus souvent d'ailleurs, un coupable tout désigné des maux de nos sociétés, afin de donner sa vision à la fois de cet autre regard, mais aussi afin de partager une analyse de manière un petit peu plus large. Je vais inviter Jean-Christophe Roubin à me rejoindre, ici au pupitre. Jean-Christophe Roubin qui nous a rejoint. Merci, je voudrais qu'on vous applaudisse très très fort. Merci d'être des nôtres. Jean-Christophe Roubin, vous êtes le directeur de l'agriculture du groupe Crédit Agricole. Alors, en deux mots, il est grand, mais il est grand aussi dans la maison, vous l'avez compris. C'est pour faire face aux aléas. Les micros sont de plus en plus bas, un peu comme les taux. Jean-Christophe Roubin, un petit mot peut-être dans un premier temps, nous dire quel est votre rôle, en quoi consiste votre rôle au sein du groupe Crédit Agricole, et puis ensuite peut-être, avant de vous laisser la parole, un petit mot de réaction à ce que vous venez de voir, à ce qu'on vient de découvrir sur l'écran. Tout d'abord, remercier le président Gaillard et puis le directeur général, M. Rouchon, pour l'accueil et pour me permettre de conclure cette table ronde, cet après-midi de réflexion. Vous dire que le thème a été très bien choisi par vous et par les équipes sur les aléas, puisqu'en fait, l'année 2016 aura été une année fortement atypique, et 2017 lui ressemble par certains aspects, mais année atypique puisqu'on a connu quand même des aléas économiques, une crise sur le porc, une crise sur le prix du lait, on a connu des aléas sanitaires, on a eu l'influenza aviaire dans le sud-ouest sur la filière foie gras, et puis également climatique, puisque pour la première fois depuis l'après-guerre, on a connu une moisson et une récolte qui ont été catastrophiques, et il y a eu presque 1,50 m d'eau à Chambord. Donc, se dire que voilà, on a vécu une année exceptionnelle, mais une année qui pourrait revenir. Donc cette thématique, elle me semble très importante.
Je ne pourrais pas revenir en quelques minutes, c'est trop ambitieux et je ne sais pas si je serai capable de le faire sur l'ensemble des sujets qui ont été abordés, puisque il y a vraiment énormément de sujets qui, pour le coup, irriguent toutes les questions agricoles. Vous avez parlé d'irrigation, vous avez parlé de météorologie, vous avez parlé d'assurance avec notre collègue de Pacifica. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette journée. Moi, je voulais vous essayer non pas de faire un exposé général, parce que je pense que c'est pas le but. Je voulais vous proposer de poursuivre un peu cette réflexion avec quelques éléments bancaires et par rapport à l'aléa économique. Et puis vous permettre aussi, parce que je pense que ça peut être intéressant, et si on respecte les délais, puisque là c'est Christian Rouchon qui est le maître des horloges. Ailleurs, c'est une autre personne qui est le maître des horloges, mais ici, c'est lui. De nous dire s'il y a quelques questions, notamment parce que de par la fonction que j'occupe, grâce à vous, à Crédit Agricole SA, de directeur de l'agriculture, je suis un peu sur tous les sujets et sur tous les ballons. C'est le cas de le dire, l'expression un peu rugbyistique, parce qu'il y a les états généraux de l'alimentation, il y a énormément de débats à Paris aujourd'hui, le seuil de revente à perte, etc. Et donc si bien sûr vous voulez poser des questions, que ce soit dans la salle ou même après la réunion, je suis bien sûr à votre entière disposition pour essayer d'y répondre autant que faire se peut. Donc peut-être quelques chiffres, je me suis permis de les rappeler. Pourquoi, par rapport aux aléas, en tant que banquier, c'est très important vis-à-vis de nos encours. Aujourd'hui, le Crédit Agricole porte un encours de 47 milliards sur l'agriculture, qui se décompose en deux. Il y en a une partie qui est une partie à titre professionnel et l'autre qui concerne la partie du logement. Donc c'est quand même, à titre principal, c'est quand même 39 milliards d'euros qui sont portés par le groupe. Nos réalisations représentent environ sur ce marché 7 milliards d'euros par an. Et la moitié est faite par le matériel agricole, donc c'est 3 milliards et demi de réalisations par an. Donc dire que la protection pour les aléas économiques ou climatiques sont très importants de la part, parce qu'on a une part de marché qui est très importante. Et donc pour sécuriser l'exploitation agricole, il est important d'avoir des outils de gestion des risques. Également dire aussi que, monsieur, vous l'avez dit, l'intensité capitalistique sur les exploitations est de plus en plus forte. Et c'est vrai que le phénomène de concentration que l'on peut voir dans certaines filières indique très clairement qu'on ne va pas dans un sens où on va avoir une intensité capitalistique qui va décroître. Donc aujourd'hui, chez vous, sur la caisse Sud-Rhône-Alpes, on parle de 250 000 euros. Mais sur le lait, on n'installe pas un jeune aujourd'hui en dessous de 600 000 euros. Ce sont quand même des montants qui ont très fortement augmenté. Moi, je me souviens, chez Conseil d'agriculture, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, on parlait d'une installation à 300 000 euros. Et quand je parle d'une installation à 600 000 euros, c'est avec 350 000 litres de quota, des bâtiments, mais pas des choses extraordinaires aujourd'hui. Tout en sachant qu'on a une rentabilité qui est beaucoup moins forte de par la fin des quotas laitiers et de cette volatilité que l'on connaît dans cette filière-là. Donc on voit quand même que l'intensité capitalistique est un sujet. Et puis en grande culture, voilà, parce qu'il faut quand même le mettre au niveau national, c'est 1 million d'euros. Donc c'est vrai que le ticket d'entrée dans la profession, quand on n'a pas, quand on est hors cadre familial, devient quelque chose qui devient très compliqué, notamment par rapport toujours à cette rentabilité. 1 million d'euros, avec aujourd'hui une tonne de blé tendre qui se négocie entre 153 et 155 rendus Rouen. Donc ça veut dire départ exploitation à 137, 138 euros la tonne. Donc vous voyez, on est souvent en dessous des coûts de production sur les grandes cultures. Et puis, un chiffre que je me plais quand même à rappeler, alors qui, à la fois, vous allez dire que je me tire un peu une balle dans le pied, parce que je vous ai dit qu'on avait fait 3 milliards et demi de réalisations sur Agilor. Et puis, je montre quand même que le poids du machinisme, aujourd'hui, dans les exploitations françaises, est très important, voire trop important. C'est-à-dire que ça représente 30% des charges d'une exploitation, aujourd'hui, tout ce qui est machinisme. Et par rapport à l'Allemagne, qui, elle, est à 17%. Alors, ça ne veut pas dire que les Allemands travaillent moins bien que nous, qui sont moins bien équipés que nous. Ça veut dire que simplement, il y a peut-être une rationalisation qui est un peu plus forte, un attachement un peu moins viscéral à dire l'acquisition à l'investissement. Et puis peut-être aussi, et je ne le dis pas trop fort, parce que maintenant il est président de la République, avant je disais, il y a le suramortissement Macron qui a pu conduire à ce type de phénomène d'un investissement matériel. Alors maintenant je dis juste, il y a eu un suramortissement. Effectivement, le suramortissement de 40%, il a contribué, on l'a bien vu en 2016, à ce que les gens investissent. Vaut mieux acheter du matériel que de payer des impôts, c'était un peu la logique de ce dispositif. Donc,
Ce schéma, j'ai voulu montrer en fait la volatilité à laquelle nous sommes confrontés. Alors, vous m'excuserez, hein, j'ai pris les grandes cultures. La courbe bleue représente le blé tendre et la courbe en pointillé noir, le maïs. Parce que, comme on le dit en bon français, on appelle ça des commodités désormais. Ces commodités, elles sont mondiales et l'influence du prix ne se fait plus qu'en France aujourd'hui, mais se fait dans le monde entier. Simplement, aujourd'hui, quand on me dit « mais pourquoi les prix sont aussi bas alors que la qualité et la quantité sont au rendez-vous pour cette récolte 2017 ?» Eh ben, j'explique qu'aujourd'hui, c'est la meilleure récolte pour nos amis et collègues russes depuis 1978, qui est une très belle année, parce que c'est mon année de naissance. Donc c'est pour ça que je le dis. Donc 78, donc la meilleure année, 83 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie produit plus de blé tendre que nous dans notre meilleure année, qui était à 40 millions de tonnes. Donc on multiplie par 2 aujourd'hui la production, tout en sachant qu'ils exportent quasiment 35 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'ils exportent quasiment ce que nous produisons en une année. Et encore, ils sont pris par des contraintes logistiques. Les mers, ils ont la mer Noire et ils exportent aussi en mer Baltique, pris avec des problèmes de gel, etc. Et encore des capacités logistiques qui sont moins bonnes que celles de nos ports. Mais très rapidement, ils vont être ultra compétitifs aussi sur leur offre logistique. Et donc vous voyez, il y a cet élément-là qui est très important, qui explique que cette année, il y a des prix qui sont très bas parce qu'il y a une très bonne récolte. Mais quand on regarde un peu, parce que je reprends ce qu'a dit le directeur général quand il a dit qu'il faut regarder le temps long sur la météo, mais aussi sur l'agriculture et sur l'économie agricole, il faut aussi avoir de la mémoire et avoir justement cette vision, un petit peu du temps long. Et quand on regarde ce graphique, on se rend compte quand même qu'en 2007, on a connu les émeutes de la faim dans le monde entier. Hein, on parlait que de ça, on disait qu'il n'y a plus suffisante production agricole. Et les prix ont pu atteindre 275 € la tonne. Et là, tout le monde disait il faut produire, il faut produire. Et puis, tout à coup, on voit 2009. Et là, on se souvient parce qu'il y a eu le bilan de santé de la PAC. Donc, on avait dit les céréaliers touchent trop vite, on va transférer vers les éleveurs parce que les prix sont très élevés sur les marchés mondiaux. Et là, on a atteint un pic au plus bas à 110 € la tonne. Et ça, c'est des facteurs exogènes. Hein. Ça peut être des aléas climatiques, ça peut être la production à l'autre bout du monde qui n'est pas bonne, ça peut être un problème politique, un embargo, etc. Et donc, on voit que cette volatilité, elle reste. Et la sécheresse aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, en Australie, peut permettre sur la filière céréalière comme sur la filière laitière. Donc, simplement, ce graphique pour dire aujourd'hui, on vit dans un monde de volatilité. Et donc, il faut s'adapter à ça. Et il n'y a pas de règles. Et quand on regarde la série statistique, on voit bien que de toute façon, ça existait déjà. Simplement, ce que l'on peut constater, c'est que les pics sont de plus en plus rares et que les creux sont de plus en plus longs. Et ça devient dans tous les secteurs de l'agriculture une constante. Alors, face à ça, on a parlé beaucoup de l'assurance et ça reste un outil de gestion des risques très important et que nous défendons, hein, y compris au niveau communautaire. Mais il y a, je voulais parler, moi, en tant que banquier, quand même de la question de l'épargne de précaution. C'est un débat qui est assez peu porté aujourd'hui. Je pense que c'est un débat qu'il faut avoir sur l'épargne de précaution. Alors, effectivement, on a eu DPA et DPI. Alors, il y a DPI qui était tombé du bateau, et puis DPA, il est resté sur le bateau, mais ça ne s'est pas si bien passé pour lui. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que la DPA, quand on regarde les chiffres du Crédit Agricole, en fait, aujourd'hui, vous voyez, en DPA fiscal, il nous reste 132 millions d'euros, simplement. C'est-à-dire très faible par rapport à la capacité d'épargne des exploitants agricoles. Cela pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un régime qui avait des pénalités, donc ça ne plaît pas beaucoup. C'est un des régimes qui est peu liquide, on avait une obligation de conserver, et si on n'utilisait pas sa DPA, en plus on était pénalisé. Donc pour toutes ces raisons, ce régime de la dotation pour aléa n'a pas trop marché. Par contre, au Crédit Agricole, on avait mis en place un dispositif, vous vous rappelez, dans l'agriculture 2020, qui s'appelle le compte épargne agricole. Aujourd'hui, c'est 1,6 milliard d'encours. C'est quand même très important. Et c'est un système où il y a une meilleure rémunération et il y a une très forte liquidité puisque vous pouvez l'utiliser dès qu'il y a un coup dur. Il n'y a pas de conditions. Donc notre dispositif, qui est un dispositif purement privé, a bien fonctionné. Là où un dispositif semi-public n'a pas marché. Donc aujourd'hui, nous travaillons beaucoup au niveau national, et c'est notre rôle à Crédit Agricole SA, avec la FNSEA, sur une DPA révisée et améliorée, une DPA boostée. C'est-à-dire on fait tomber les plafonds, on fait tomber les pénalités, on fait tomber les conditions dans lesquelles on peut l'utiliser, de manière à ce qu'aujourd'hui, on ait réellement une dotation pour aléa
qui, lorsqu'il y a un coup dur sur l'exploitation, je peux l'utiliser, et c'est quand même de l'épargne aujourd'hui pour l'agriculteur qui, quand il le met sur ce compte-là, on a quand même une rémunération. Donc pour toutes ces raisons, plus les avantages fiscaux qui y sont liés. Ça ne dépend pas que de moi, mais bien sûr, on demande également que les avantages fiscaux soient liés. Donc pour dire, pour nous, aujourd'hui, à Crédit Agricole SA, travailler sur l'épargne de précaution, avec bien sûr les OPA, c'est un enjeu majeur parce que c'est aussi un outil qui peut être utilisé en cas de risque. Simplement, ça c'était aussi pour montrer que par rapport à nos financements, aujourd'hui, nous défendons dans le cadre des EGA de travailler sur la manière dont on doit cibler nos financements. Et ça fait un peu écho à la première slide où je vous parlais de la question des 30% du matériel. Aujourd'hui, la question que l'on voit, c'est on a eu le plan PCEA. Donc on peut en parler du plan bâtiment qui a eu les 100 millions d'euros. On sait tous que dans toutes nos communes françaises, on a eu une augmentation du coût du bâtiment. Il y a eu le plan qui a été annoncé, 100 millions d'euros, et tout à coup, la maçonnerie a augmenté de 30%. Alors, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais ça, c'est vieux depuis qu'il y a des aides publiques. Voilà. Quand il y avait une aide à l'investissement, les tracteurs augmentaient. Voilà. Donc, on a eu un effet PCEA, où on a construit des bâtiments. Finalement, est-ce que ces bâtiments étaient productifs? Est-ce qu'ils ont été réellement pensés pour accompagner la valeur ajoutée sur l'exploitation? Pas toujours. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu cibler plus sur des outils de gestion, comme on a pu le voir sur les filets? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu encourager des dispositifs de sécurisation de l'activité de l'exploitation? Je le crois. Et c'est pour ça que dans le livre blanc de la PCA, et je voulais vous féliciter, et je l'ai dit aussi à Sébastien Windsor qui a beaucoup travaillé sur ce livre blanc, il y a un certain nombre d'idées pour justement dire attention, ne construisons pas des cathédrales, ce n'est pas forcément l'objectif, mais essayons de travailler sur les dispositifs qui accompagnent, que ce soit l'irrigation ou la sécurisation de l'activité via les dispositifs que l'on a pu voir. Donc peut-être repenser le financement et l'investissement vers la valeur ajoutée dans l'exploitation. Et pas se dire, je fais un investissement parce que je dois faire un investissement. Quel est l'investissement le plus productif et qui me rapporte de la valeur ajoutée? Et ce n'est pas forcément la refonte des bâtiments, et ce n'est pas forcément les animaux. Alors, je me permets une petite parenthèse à ce niveau-là. Vous allez me dire, il est bien gentil, ce jeune homme, mais est-ce que quelque part, aussi, il n'y a parfois pas des décisions qui sont un peu bizarres? Et par exemple, on pourrait prendre la situation de la filière œufs. Parce qu'il y a 4 ans et demi, l'Europe nous a dit, désolé, vous ne respectez pas les critères de bien-être animal, il faut revoir la taille des cages des poules pondeuses. Vous vous souvenez, c'était trop petit, donc on s'est dit, il faut passer en format A4 pour la taille des cages. Donc on est passé en A4. Ça a coûté 600 millions d'euros. Je peux vous le dire parce que je m'y intéresse grandement. Résultat des courses, aujourd'hui, plus personne ne veut d'œufs en cage. McDo, ils font la pub partout, c'est des œufs de plein air. Le Sieur, ils font la pub, ils disent notre mayonnaise est faite avec des œufs de plein air. Et je pourrais multiplier les exemples, Marriott, Accor Hotel, etc., etc. Donc finalement, plus personne veut des œufs en cage. C'est bête, on a mis 600 millions d'euros sur la table, avec un amortissement sur 13 à 15 ans pour ces bâtiments-là. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces œufs produits en cage? Et alors, dernier paradoxe que je le dis, parce que je trouve ça intéressant, moi qui suis du Sud-Ouest, comme mon accent peut-être me trahit, aujourd'hui, dans le Sud-Ouest, on a eu l'influenza aviaire, on dit pendant 6 mois, il y aura les survols, donc migratoires. Résultat, il faut mettre tous les canards à l'intérieur. Terminé, on va les confiner pendant 6 mois. Et là, on dit il faut faire que des œufs de plein air et des œufs bio. Moi, je veux porter la poisse à personne. On a mis 600 millions sur les cages. Si on remet 600 millions pour mettre tout le monde en plein air ou en bio, et qu'il y a des oies sauvages qui se perdent quelque part et qui contaminent nos poules pondeuses, on est quand même relativement embêté sur ça. Mais bon, cette question-là de la préparation des plans filières qui sont travaillés aujourd'hui pour les EGA est fondamentale. Il faut anticiper. Le maître mot, c'est anticiper pour toute la filière et pas revivre ce qu'on a vécu sur les œufs. C'est-à-dire faire des investissements majeurs et changer au bout de 3 ans parce que le marché s'est totalement retourné. Bon, très rapidement, parce que ça, c'est les chiffres que vous connaissez. Donc, c'était pour montrer quand même que chez vous, quand même, en Isère et en Savoie, il y a une couverture des vergers qui était importante en hectares ou en pourcentage, mais je ne vais pas trop commenter parce que je vois que je vais être sinon en retard et que le maître des horloges pourrait me le dire. Et puis, bon, ça, je pense que François l'a très bien fait et je ne vais pas revenir dessus, mais
Voilà, sur les outils de gestion des risques, aujourd'hui c'est un sujet qui est majeur, que l'on partage dans le cadre des CAF et avec les OPA, avec Groupama. C'est un sujet qui est un sujet difficile, la couverture assurantielle. Pour vous, ça a un coût très important. Pour nous, ça a peu de rentabilité. Sauf que quand on est banquier, on prête. Donc finalement, ça sécurise et vos investissements et nous, les prêts que l'on a fait, d'avoir aussi une couverture assurantielle en cas de coup dur. Donc il y a quand même des dispositifs qui sont très intéressants. Je le rappelle pour les JA notamment. Hein. Il y a un système quand même sur 5 ans où on paye 50% la première année jusqu'à 10% la dernière année. Ça, c'est un mécanisme quand même très incitatif. C'est un effort du groupe. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant aussi pour accompagner quelqu'un qui s'installe, d'avoir ce type d'offre. Donc l'assurance est un sujet au niveau national, hein, donc puisqu'aujourd'hui, dans le cadre de l'omnibus au niveau européen, on aura la possibilité de baisser la franchise de 30 à 20% de manière globale. Donc c'est déjà une première victoire, on dira, au niveau communautaire et au niveau de l'application. Bien que le ministère n'ait pas, alors je m'excuse pour la représentante de l'État, bien que le ministère n'ait pas encore confirmé qu'on passera de 30 à 20 pour la franchise, on verra ça dans les débats budgétaires qui suivront les États généraux. Et puis moi, je ne pouvais pas finir quand même sans parler un peu de tout ce qui arrive aussi, parce qu'il faut aussi positiver. Il y a des choses avec la technologie qui sont en train de se créer. Il y a beaucoup de startups sur le territoire qui sont intéressantes. Et dans le cadre des villages by CA, on travaille aussi aujourd'hui avec des gens qui sont hyper calés, tant sur un niveau scientifique, agronomique que météorologique. Donc pour parler météo, nous avons une start-up qui s'appelle Syncrop, qui aujourd'hui travaille sur les aspects vraiment infraparcellaires pour être capable de détecter le moindre changement météorologique et donc prévenir de la grêle, etc. Donc ils travaillent avec des capteurs, c'est de très haute technologie, c'est de très haute volée, ils font des choses très intéressantes. On travaille beaucoup sur l'agriculture de précision. Aujourd'hui, nous, on a passé au niveau de Crédit Agricole un partenariat avec InVivo sur ces questions-là. Et on y travaille. Aujourd'hui, en intraparcellaire, on est capable d'expliquer à un exploitant pourquoi il ne faut pas planter du maïs, du blé sur telle ou telle parcelle et pour telle ou telle raison. Et donc, du coup, je crois beaucoup dans ces solutions aussi pour améliorer la compétitivité économique et technique de notre agriculture. On a encore des gains de compétitivité à faire grâce à la technologie. Sur l'irrigation, j'étais il n'y a pas longtemps en Israël et je suis en contact avec pas mal de startups israéliennes sur leur gestion de l'irrigation. C'est quand même très impressionnant quand on voit qu'ils font des avocats et des mangues en plein désert. Et c'est pas en dépensant de l'eau n'importe comment, c'est en ayant une réflexion très poussée sur la saisonnalité, sur la capacité, sur le positionnement, sur le goutte à goutte. Voilà. Donc je pourrais en parler pendant des heures. Donc, mais vraiment, il y a des choses. Sur les drones aussi, on a aujourd'hui des drones et on a quelques belles startups qui réfléchissent comme AirInnov à ce type de questions et qui sont capables, grâce aux drones, d'avoir des relevés soit pour de l'épandage, soit même pour dire que sur telle ou telle zone, le passage d'azote serait optimisé à tel moment dans la campagne. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont autour de l'innovation. On essaie d'accompagner au niveau du Crédit Agricole avec les villages. On essaie de l'accompagner parce qu'on a un partenariat au niveau national avec la Ferme Digitale, qui est une association de start-up, et donc on travaille beaucoup avec eux, parce que vient aussi de ces jeunes un message positif, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont ingénieurs, qui s'intéressent à l'agriculture, qui croient dans notre agriculture, et donc voilà, il faut aussi véhiculer des messages positifs et préparer l'agriculture de demain. J'espère que je n'ai pas été trop long, et je suis à votre disposition s'il y a quelques questions que ce soit. Merci, je fais ça très bien. Merci beaucoup. Le directeur de l'agriculture, vous restez avec nous. Est-ce qu'il y a une ou deux, voire trois questions ou réactions que vous souhaitez avoir là maintenant, à ce moment-là de la soirée, avant que l'on se retrouve peut-être pour en discuter dans le détail tous ensemble tout à l'heure. Faites un petit signe de la main si vous avez une remarque. Alors, une première remarque ici, Régis Aubenas, et puis une deuxième remarque également là-bas. On va vous amener un micro. Régis. Levez la main, monsieur. Faites un signe qu'on vous amène le micro. Voilà. Donc, c'est une première remarque qui m'a
interpellé. C'est effectivement ce que vous avez présenté sur le coût de l'installation. Ça fait juste peur. Ça veut dire que les exploitations, elles sont intransmissibles. Si on parle des capitaux comme ça. Et sur les 250 000, 600 000 et 1 million. Jean-Luc, tu te rappelles, 95 à l'époque de la charte, c'est toi qui étais à la manœuvre régionale, on n'était pas du tout sur ces montants-là. Et notre obsession, c'était avoir des exploitations transmissibles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est juste une remarque. Mais, moi, ma question, elle était, j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est en lien avec ça, c'est en fait les capitaux que nécessite l'activité. Vous l'avez dit, on n'est pas sur on est sur des moyennes, oui. Et on n'est pas sur des choses délirantes, c'est une moyenne. Donc c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, j'en ai parlé sur par exemple la protection climatique, physique, filée, etc. Bon, c'est des capitaux qui mobilisent importants. Il peut y avoir des aides publiques, mais les aides publiques, il y a des plafonds, donc on est rapidement au plafond et après comment on fonctionne. Ça veut dire que derrière, les capacités financières d'exploitation, du moins la structuration de son bilan, n'est pas toujours favorable à aller plus loin. Et on sait que si on veut être opérationnel et si on veut résister et si on veut se projeter dans l'avenir et justement préparer une situation, il faudra en passer par là. Donc ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui la technique bancaire que l'on connaît, est-ce qu'elle est adaptée à ces évolutions de capitaux que nécessite l'agriculture? Voilà, ça c'est une première question. Et la deuxième question, si vous avez parlé tout à l'heure, il me semble que si on doit prioriser les choses en termes d'investissement, c'est justement dans les questions de la gestion des risques, notamment climatiques. Donc le président de la République a annoncé 5 milliards d'investissements pour l'agriculture. Donc comment est-ce qu'on peut opérer, comment on peut s'organiser pour que ces 5 milliards, vous avez un peu répondu, on les mette vraiment dans les priorités. Il me semble que pour nous, les priorités, en tous les cas dans le quart sud-est, c'est la gestion de l'eau et de l'aérien. Alors, merci pour ces questions qui sont pas simples. Sur votre première question, sur la question purement bancaire, nous y travaillons avec toutes les composantes du groupe, tous les collègues. Nous travaillons justement sur ces évolutions. Donc il y a un certain nombre d'outils que l'on pourrait repenser. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur notre politique crédit pour notamment prendre en compte tout ce qui est les aspects de volatilité et pour s'adapter en fonction, les échéances pourraient s'adapter en fonction des prix. Donc on voudrait utiliser un indice extérieur à la banque pour moduler nos crédits. Alors Didier, on pourra en rediscuter après, mais c'est très ambitieux, ça n'existe nulle part ailleurs. Hein. C'est l'initiative que fait Rabobank avec le Mixflex en Irlande, donc d'indexer en fonction du prix. Donc si le prix descend en dessous d'un certain seuil, je pose ou j'arrête de payer pendant le temps où c'est bas. Et quand le prix est normal, je paye mon échéance normale. Et puis quand le prix remonte, j'augmente mon échéance. Donc vous voyez, par exemple, ça c'est un outil pour répondre à la volatilité et notamment quand on a des investissements très importants pour pas qu'on se retrouve dans une situation où finalement on n'a plus de trésorerie, on est coulé. Donc ça c'est une première réponse. Après sur l'intensité capitalistique et sur le problème de la financiarisation. Là, les débats sont au niveau parisien, vous vous en doutez, assez intenses au niveau de la FNSEA ou de la PCA parce qu'il y a deux phénomènes que l'on voit. Il y a un phénomène d'abord moi je dis souvent, l'agriculture aujourd'hui, ça ressemble à un ballon de rugby, comme quand j'étais enfant, avec les pointes noires là, et le corps beige Adidas. Là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont très bien, qui ont une très forte intensité capitalistique et qui sont organisés souvent sous forme sociétaire. Vous avez des gens qui vont très mal, parce qu'ils ont fait des investissements à une mauvaise période ou des reprises avec des montants trop importants ou des difficultés économiques de leur filière qui fait qu'ils ne s'en sortent pas, ils n'ont pas la taille minimale. Donc eux, ils sont vraiment très en difficulté. Et vous avez tout le corps du ballon, là, la partie beige-marron, là, qui eux hésitent entre ces deux états et qui vont dépendre d'un certain nombre de décisions. La problématique dans laquelle on est, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont les plus compétitifs sont aussi ceux qui sont le plus pointés du doigt. Je ne dis pas par la profession agricole, mais en général, en disant c'est la financiarisation de l'agriculture, c'est la concentration et c'est la fin du modèle de l'exploitation familiale. Donc il y a un débat aujourd'hui qui est assez difficile entre les tenants de ceux qui disent mais de toute façon c'est le sens de l'histoire et sur le lait comme sur les grandes cultures, il faut un minimum de surface et si on n'a pas ce minimum de surface, on ne fait pas les économies et on n'a pas les économies d'échelle nécessaires pour tenir et pour avoir de la compétitivité. Donc c'est un débat qui est quand même très difficile. Donc tous les outils qu'on essaie aussi de réfléchir pour accompagner, vers cette concentration,
parfois rencontrent aussi, on va dire, des mouvements contraires qui nous disent attention, là on favorise trop, on financiarise, on capitalise, on part sous forme sociétaire. Est-ce que c'est le bon système pour les agriculteurs? Est-ce que pour conserver un maillage territorial, c'est le bon modèle? Voilà. Nous, au Crédit Agricole, on essaie de ne pas défendre un modèle par rapport à un autre. On dit c'est les agriculteurs qui sont des entrepreneurs et qui choisissent leur modèle. Et donc, il faut accompagner tous ces modèles. Simplement, c'est vrai, la forme sociétaire, elle est dominante en France aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas en après-guerre. On est quasiment à 70% de forme sociétaire. Ça s'explique pour des questions d'imposition, de fiscalité, bien sûr. Ça s'explique aussi parce que, quand même, les gens préfèrent ne pas être seuls. Aujourd'hui, ils préfèrent travailler, être plusieurs et se réunir à plusieurs pour avoir leurs compétences, pour ne pas avoir à subir seuls les aléas d'une exploitation. Donc, tout ça, c'est des phénomènes qu'on prend en compte. Donc, sur la financiarisation, sur la problématique de la montée des exploitations, oui, on réfléchit à des dispositifs, mais toujours dans la limite aussi où c'est parfois pas toujours, voilà. Et ça devient, certains entrepreneurs au nord de la Seine, ça devient vraiment c'est plus, on dépasse le marché pur de l'agriculture, c'est le marché de l'entreprise. On est réellement dans une entreprise. Et là, effectivement, c'est d'autres mécanismes financiers qui doivent accompagner ces structures-là. Christian Rouchon, peut-être Oui, quelques mots pour compléter. Il y a une vraie difficulté pour accompagner sur le plan capitalistique l'agriculture et la survalorisation des exploitations. Alors, c'est marqué dans certains secteurs, notamment la vitie, et on a sur notre territoire des secteurs qui en sont en illustration. Il y a quelques grandes cultures aussi qui peuvent être concernées. La survalorisation qui n'est pas en corrélation sur la vitie notamment, avec la rentabilité, rend la transmission impossible et ça pose des cas insolubles et ça va effectivement éloigner les propriétaires, la propriété foncière en quelque sorte de la viticulture des familles. C'est un vrai danger. Ça, c'est un vrai danger et il n'y a pas beaucoup de solutions. Ce qui est certain, c'est que plus la viticulture est capitalistique, plus elle pose de problèmes. Aujourd'hui, les taux de crédit sont très bas et on s'est accompagné dans de bonnes conditions. En fait, l'ensemble du monde économique. Les taux sont très bas pour tout le monde et on s'est accompagné. Mais les autres outils qu'on utilise dans tous les autres secteurs d'activité sont quasiment impossibles dans l'agriculture parce que la corrélation de rentabilité interdit tous les effets de levier. Voilà. Et donc l'agriculture, tant que les taux sont très bons, on arrivera à trouver des solutions. À la hausse des taux, si les rentabilités n'évoluaient pas, je crois qu'on aurait de grandes difficultés complémentaires pour aider l'agriculture. Merci. Et peut-être juste pour lui répondre à monsieur sur les EGA, si vous permettez. Non, juste pour dire que nous, on y travaille très fortement en groupe, Crédit Agricole. Mon chef Laurent Bénet, lui, était encore aujourd'hui à la table ronde sur l'investissement et le financement pour apporter des solutions, pour apporter des constats. Et le constat que l'on fait, c'est celui qu'a fait Christian Rouchon, c'est-à-dire de dire, attention, le problème n'est pas le problème du financement, ni de l'investissement. Aujourd'hui, c'est 1,38 en moyenne sur l'agriculture en 2017, donc 1,38... c'est quand même très très bas par rapport à ceux qui sont installés il y a quelques années qui ont connu ces débats-là. Et puis, c'est un niveau d'investissement qui est important, donc il n'y a pas de problème de financement de l'agriculture aujourd'hui. Par contre, il y a un problème de valeur ajoutée sur les exploitations, et ça c'est certain, et on le voit, la marge de valeur ajoutée descend d'année en année. Donc depuis 2014, on voit une baisse constante, on a baissé de 13% la valeur ajoutée depuis 2014 fournie par les exploitations françaises. Donc c'est vrai que cette question de la rentabilité de la marge, c'est la question majeure. Et sur les EGA, on porte ce débat-là. Et on porte un deuxième débat qui est celui de savoir effectivement comment on va répartir les 5 milliards. Donc ne me posez pas la question, pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Est-ce que c'est de l'argent nouveau ou c'est de l'argent qui sera recyclé? Je ne dis pas, mais mon cœur penche d'un côté. Deuxièmement, est-ce que on aura... quels seront les types de financement ou d'investissement que l'on pourra... Quels seront les objets? On a des idées, on le porte comme vous sur l'irrigation et sur un certain nombre, on va dire, d'infrastructures, enfin de politiques structurelles. C'est ça qu'on essaie de porter, qui existe sur tout le territoire. Je pense qu'il y a des investissements qui sont aujourd'hui indispensables. Et le débat avec les régions avance assez bien. Hein. Il y a des régions avec lesquelles, comme la Nouvelle-Aquitaine ou Grand Est, on a déjà ces débats-là. Donc je pense effectivement qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'idées qui remontent au niveau du Premier ministre et du Président. Merci. Vous souhaitiez intervenir. Allez-y, monsieur. Vous passez la parole. Bonsoir. Alors, appuyez sur le bouton en haut. On va vous donner un autre micro. C'est une façon de...
Pas avoir de questions. Est-ce que ça marche? Oui. Parfaitement. Donc, c'est pour vous parler de sécheresse, érosion et de coûts de production. Dans mon village, chez moi, en 2002, on a eu 250 mm de pluie en 3 heures, donc avec des arbres qui passent à la route, etc. Et quand le niveau d'eau a baissé, on s'est aperçu que toutes les parcelles qui étaient labourées n'avaient plus de terre. Donc on a perdu 25 cm de terre dans toutes les parcelles où les cours d'eau avaient débordé. Là où on a fait une observation, c'est-à-dire que la parcelle de labour, il n'y avait plus de terre, et 2 mètres à côté ou 1 mètre à côté, avait une parcelle de prairie, et l'eau était passée dessus, n'avait pas perdu 1 gramme de terre. Donc on s'est renseigné avec d'autres personnes, et c'est là qu'on est allé vers l'agriculture de conservation. Donc ça peut en faire sourire beaucoup, parce que en général c'est mal coté. Depuis 2004, donc on n'a plus aucun outil de travail du sol, donc on sait plus ce que c'est que de changer des pièces d'usure. Quand on était en culture en labour, on passait un plein de gazole de 250 litres, c'était pour labourer 6 hectares. Il en fallait pratiquement autant pour hercer la surface équivalente et encore pour semer. Là aujourd'hui, avec 250 litres de gasoil, je fais l'équivalent, je sème 20 hectares. Donc au niveau consommation, c'est bien moins. Les sols, dès qu'on a récolté une culture, on implante un couvert végétal, un mélange de cultures. Donc les sols sont en permanence recouverts. L'érosion, on ne sait pas ce que c'est. On a eu cet été 100 mm de pluie au début juin. On n'a pas perdu 1 gramme de terre et on est tout en colline. Avant, on remontait de la terre toutes les années sur les mamelons parce que c'était le rocher. Tous les voisins, les ruisseaux, les cours d'eau, les traversées de route, les routes, c'était plein de terre. Donc voilà, érosion, on ne sait plus ce que c'est. Pour ce qui est de la sécheresse, quand on sème les maïs après avoir fait un précédent cultural, donc c'est un piège à nitrate, on sème les maïs dans des cultures qui font 1,50 m de haut. On a un rouleau à l'avant du tracteur, ça s'appelle un rouleau Facar, donc ça blesse la plante, ça la roule, et je sème mes maïs dans un paillage de 20 cm d'épaisseur. Donc j'ai presque des difficultés à semer le maïs parce que le terrain est trop humide. On a des difficultés à vendre du maïs en grains, en semant des tardifs, non plutôt des précoces, c'est des 350, 300, voilà, parce qu'ils sont trop verts à l'automne, le maïs. Donc c'est vrai qu'on est en Isère, on ne craint pas trop la sécheresse par rapport à la Drôme-l'Ardèche, je suis bien d'accord. Cet après-midi, je suis allé me promener là sur Saint-Marcel-Valence, j'ai vu des parcelles, franchement ça me fait souci, quoi. Parce que je ne sais pas combien d'eau vous avez eu ces derniers temps, des parcelles qui sont labourées. J'ai vu une parcelle, je pense qu'elle a dû être labourée peut-être à 40 ou 50 cm de bas, c'est une catastrophe. Le peu d'eau que vous avez eu ces derniers temps, il y a de l'érosion dans cette parcelle. Moi, je ne sais pas ce que c'est que de ramasser une pierre, j'ai plus aucun caillou dans mes parcelles, parce que toutes les années, quand on dit on ramasse des pierres, c'est pas que les pierres elles poussent, ni que quelqu'un les a amenées, c'est parce qu'elles remontent, et que la terre s'en va. Ok. Donc voilà. Coût de production, c'est pas mal. Érosion, c'est 0. Sécheresse, on craint bien moins. Ok, non mais c'est vrai que c'est une technique qu'on connaît peut-être peu, mais qui s'installe. C'est intéressant de faire témoignage. Par contre, je ne sais pas si ça nécessite une réponse. C'est parmi les... on l'avait non pas exclu, mais je crois que je l'ai dit dans mon intro. Il y a plusieurs options pour sécuriser des revenus face à des calamités. Il y a aussi ces options culturales. Il y a aussi les options variétales qui peuvent passer un peu mieux. Je crois que Jean-Pierre y est venu. Ça en fait partie. C'est un des éléments. Ok, donc merci pour le témoignage, Merci mais on ne va pas ouvrir le débat autour de ce... Mais c'est dans la panoplie. Tu as raison. Je crois qu'il y a une autre question. Est-ce qu'on a une autre... Allez, encore une dernière question avant de lever la séance. Oui, on va vous amener le micro. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Aurélien Soubéran, producteur de fruits en Ardèche et responsable national chez Jeunes Agriculteurs en charge des fruits et légumes. Donc je revenais tout à l'heure, il était expliqué le faible taux d'adhérents chez les arboriculteurs. On se rend compte qu'aujourd'hui, chez les jeunes, il n'y a plus du tout d'envie de s'assurer. Pour une seule et simple raison, c'est que les contrats sont peu ou rarement compétitifs. Est-ce qu'aujourd'hui, pour l'avenir de notre monde arboricole, est-ce qu'on ne peut pas aller vers d'autres idées, d'autres contrats? Soit, donc là on est sur la protection des aléas, est-ce qu'on ne peut pas envisager
pour le futur un renouveau des contrats récoltes, mais qui soit peut-être plus basé sur la production elle-même et peut-être sur d'autres moyens. Il y en existe d'autres. Et je voudrais savoir quelle est votre position là-dessus. Est-ce que vous voulez changer, améliorer les contrats? Vous avez parlé de l'omnibus. On sait que ça bouge un petit peu, mais sur le fond du problème, on n'arrivera pas à avoir des choses très très compétitives, vous le savez très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, pour l'avenir, vous envisagez d'avoir une autre vision de la MRC, en guillemets, qui ne sera plus une MRC du coup? Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les cartons? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans les Alors, tuyaux? je vais répondre pour mes amis de Pacifica. Hein. C'est là où, s'ils m'y autorisent, j'espère qu'ils ne me diront pas. Non, il y a beaucoup de choses. Vous avez tout à fait raison dans le constat, hein, on en est bien conscient. Cette assurance socle et cette mutualisme climatique, elle a été faite avec l'État. Hein, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on est passé du régime des calamités agricoles à un régime d'assurance agricole. Donc déjà, il faut voir qu'on a eu un temps quand même très contraint pour mettre en place ces contrats et que finalement, on teste réellement à balles réelles depuis 2015. On ne peut pas dire qu'on a eu les meilleures années possibles pour que cela fonctionne bien. Il y a plein de phénomènes qui complexifient le débat. Le premier, c'est le collègue de Pacifica l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas aujourd'hui de rentabilité sur la MRC, sur le chiffre d'affaires, pour personne. Donc, sauf s'il y a un assureur qui vient me voir et qui me dit que son portefeuille est extraordinaire. Si ceux qui sont été à Bordeaux ou à Cognac cette année, je peux vous dire, ils auront vite vu que personne n'aura été, même en Bourgogne, on aura vu vraiment des dégâts terribles et donc je suis certain que non. Deuxième chose qui est très importante par rapport à ces contrats, c'est que il y a des phénomènes qui ne nous aident pas non plus dans la commercialisation. D'abord, vraiment, je ne me mets plus à gauche parce que pour la personne à la DDT, sur le paiement du versement des 65% de l'assurance socle. Le fait qu'on ait plus d'un an de décalage, alors que Pacifica assure le prépaiement des 65% pour l'agriculteur, mais qu'en juillet, on a été obligé d'écrire à nos clients pour leur dire désolé, malgré le fait qu'on ait fait un an d'avance, désolé, on est obligé de vous rappeler les cotisations, parce que sinon on ne pourra pas le faire pour la nouvelle campagne, fait qu'on a perdu peut-être 20 ou 30% de souscripteurs entre les nouveaux clients et ceux qui étaient déjà clients, qui ne sont pas venus là-dessus. Deuxièmement, il y a un phénomène dans la profession, il faut se le dire les yeux dans les yeux, des gens qui disent « elle est où la rentabilité du produit ?» Alors moi, je rappelle que c'est une assurance, que ce n'est pas un produit d'épargne, et que donc il n'y a pas de rentabilité. C'est-à-dire que je ne pense pas que je vais m'assurer et que ma maison va brûler. Donc moi, quand je suis assuré pour ma maison, par exemple, je ne me dis pas « chouette, j'ai acheté alors pas une maison à Paris, on va dire un appartement. J'ai acheté un appartement à Paris, tiens, il a brûlé, chouette, je touche ma prime d'assurance. » La difficulté, elle est là. C'est que certains disent, finalement, j'investis énormément dans cette assurance. On a vu, monsieur, vous l'avez dit, quand même, le coût de l'assurance grêle ou de la MRC peut être parfois très important, surtout si on est dans les couloirs de grêle, puisqu'il y a aussi des effets statistiques. Et donc, ça revient quand même très cher. Et pour l'arboriculture, c'est vrai que c'est un coût qui, aujourd'hui, est très important. Donc, finalement, est-ce qu'on doit s'assurer ou pas s'assurer? Le problème que l'on a aussi, c'est que la base d'assurés est très faible. Donc, finalement, c'est pas parce que dans son département, on n'a pas beaucoup d'assurés, qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts, mais finalement, s'il n'y a pas beaucoup d'assurés et qu'il y a beaucoup de dégâts, c'est tous les autres assurés qui vont payer. C'est le principe de la mutualisation. Donc on a cette difficulté, et c'est pour ça que dans l'omnibus, avec le 20%, on espère, la franchise qui baisse à 20%, on espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont s'assurer, de manière à réduire aussi le coût de l'assurance. Alors après, sur les solutions de demain, bien sûr, on y travaille, et Pacifica met beaucoup d'argent dans la R&D. Donc il y a il y a un contrat qui est testé aujourd'hui dans plusieurs caisses régionales, qui est l'assurance chiffre d'affaires. Voilà. C'est une assurance qui, elle, n'est plus que pour raison uniquement climatique. Donc elle présente l'avantage de la facilité. Elle couvre l'ensemble des cas qui peuvent arriver sur l'exploitation. Donc ça, c'est quand même quelque chose de... Voilà. Simplement, ça aussi, c'est un coût qui est quand même pas négligeable en fonction des assolements ou des cultures qui sont concernées. Et puis, se développe aujourd'hui d'autres types de contrats d'assurance qui sont les assurances indicielles. Donc là, par exemple, si je parle de la Viti, c'est simple. Je suis assuré, j'ai un indice qui dit que s'il fait moins 2 degrés, pendant telle à telle date de l'année, j'ai 30, 40, 50% de mon chiffre d'affaires qui sera directement indemnisé. Bon, voilà. Donc ça, c'est des solutions. Bien sûr, on y travaille. Ce ne sont pas des modèles très simples. Et nous, ce que l'on veut à Pacifica, c'est pas faire un coup, c'est-à-dire venir une année et dire tiens, on va casser le contrat, on va faire moins 20, moins 30 par rapport aux concurrents, et puis l'année d'après, dire tiens, on a pris un gros carton, on sort du marché. Et aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de gens arriver sur le marché de l'agriculture, qui n'étaient pas traditionnellement les assureurs du monde agricole, arriver et dire attendez, on va vous faire un super contrat,
et on va tenir. Ce que je peux vous dire, c'est que, sans donner de nom, certains de ces personnes qui ont fait ça cette année, en 2016 ou en 2017, je ne suis pas sûr qu'on les retrouvera en 2018. Alors je ne sais pas si on se reverra en 2018, hein, je le souhaite, mais je pense qu'il y a quelques-uns qui auront vite disparu du marché. C'est-à-dire qu'ils auront dit, on va tenter de faire un coup sur la grille, on va rentrer comme ça de manière totalement opportuniste, et qui finalement demain vont partir. Et nous, ça au Crédit Agricole, on ne veut pas non plus être dans cette logique-là. On est la banque qui accompagne le monde agricole, et donc on doit vraiment être sérieux sur les solutions qu'on propose. Et c'est pour ça que la chiffre d'affaires, on ne l'a pas déployée en 2017, on va la déployer en 2018, parce que par rapport au test, on n'était pas encore complètement optimal sur notre modélisation. Donc oui, on y travaille, et oui, vous avez raison, aujourd'hui, ça peut être pour certaines cultures trop dissuasif, le prix de l'assurance, il faut qu'on arrive à trouver des solutions.